Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama, leader mondial, on le sait, des avantages aux salariés. Ça fait quoi, 2-3 ans, même plus, 4 ans que vous venez, et c'est vrai que vous avez profondément transformé Edenred, vous et les équipes évidemment, depuis votre arrivée à cette tête en 2015. Vous l'avez fait rentrer au CAC 40, c'était en 2023. Vous avez publié il y a quelques jours un bénéfice record, 507 millions d'euros. Vous attendez une croissance soutenue pour 2025, on en parlera parce que certains analystes en doutent. Et pourtant, on a quand même le sentiment que votre statut boursier a changé l'an dernier, que les investisseurs sont plus durs avec vous, sont plus durs avec Edenred, et que chaque difficulté, chaque écueil finalement est sanctionné en bourse. Voilà. Est-ce que vous faites le même constat que moi, et surtout, comment vous expliquez ce changement de perception ? Alors oui, je fais le même constat que le vôtre, David, et comment je l'explique? En fait, si vous regardez Edenred, c'est une société qui a été multipliée par 4 en 10 ans et par 2 sur les 3 dernières années. Aujourd'hui, ce qui pèse en fait sur le cours de bourse, c'est 2 choses. La première, c'est une incertitude régulatoire en France, c'est-à-dire que le dispositif des tickets restaurants est en train d'être revu par le gouvernement. Une plateforme de synthèse a été réalisée, mais 3 ministres en moins de 12 mois fait que cette synthèse n'a toujours pas été votée. Donc ça crée une incertitude, même si sur le fond, ce qu'on apprend de cette synthèse est très positif pour l'industrie du titre restaurant en France. Très positif d'abord parce que les ministres successifs disent on en veut plus. On en veut plus parce que c'est une mesure d'équité entre ceux qui ont une cantine et ceux qui n'en ont pas. Et 2, on en veut plus parce que c'est une mesure de santé publique, c'est-à-dire avoir la capacité à s'arrêter et déjeuner en prenant du temps et en ayant accès à une alimentation saine, c'est très bon pour la santé des Français. Donc on a des ministres successifs qui disent 1, on en veut plus. 2, des ministres qui disent il faudrait qu'on soit 100% digital, c'est quand même très bon pour la propagation du système. Et 2, qui veulent bien rééquilibrer l'ensemble, notamment en interdisant les remises arrière au niveau des employeurs, ce qui est une très bonne chose pour l'équilibre des systèmes. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le cours de bourse est pénalisé? Alors, dans l'attente de savoir... Je pense que le cours est pénalisé, comme le cours d'ailleurs de mes concurrents, parce que tant que ça n'est pas voté, il y a la place à l'incertitude, et cette incertitude n'est pas bonne pour les investisseurs. Ça pèse combien dans vos comptes, le ticket resto? C'est 40%. C'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est pas rien, évidemment. C'est très significatif. Donc c'est le seul... Et en France, c'est la seule épée de Damoclès? Et en France, c'est 7% du chiffre d'affaires. Le ticket restaurant France, c'est 7% du chiffre d'affaires du groupe. Donc la réaction boursière est disproportionnée, mais elle est due, à cette incertitude, mais qui va se lever probablement d'ici à l'été. Et je pense que ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on était en croissance de 20% ces 3 dernières années, ou un peu plus de 20%, et on annonce une croissance de 10%. Et en fait, pour les investisseurs, tant qu'on n'a pas atterri à 10% et qu'on délivre ces 10%, le doute peut exister sur vont-ils être capables de le faire. Et je rassure tout le monde, nous ferons nos 10% de croissance. On va en parler justement. Et donc pour vous, c'est injustifié, encore une fois, de voir le cours baisser de 33% sur un an et le titre divisé par 2 par rapport à son plus haut. Le sommet, c'était l'été 2023, c'est ça Oui, environ. Donc c'est injustifié, c'est excessif? Le marché a toujours raison, mais pas tous les jours. Et donc il faut être patient. Si on regarde la progression de vos revenus au 4e trimestre, alors apparemment c'était un petit peu inférieur aux attentes, à données comparables, plus 4,7%. Le consensus attendait 2 points de plus, c'est ça aussi qui est un petit peu déçu? Oui, probablement. Alors en réalité, la croissance est de 8% parce qu'on a un phénomène particulier qui est l'hyperinflation en Argentine, qui n'est pas le reflet de la réalité économique. Mais le calcul de l'hyperinflation pour les marchés est quelque chose de pas totalement évident. Donc, en fait, on a cru sur l'ensemble de l'année de plus de 12% notre revenu, mais il est vrai qu'il a été en croissance de 8% sur le 4e trimestre. Maintenant, quand on se projette, c'est-à-dire qu'on regarde en fait nos moteurs de croissance, le sous-jacent se porte bien, mais il se porte mieux en dehors d'Europe qu'en Europe. Donc, on a un vrai ralentissement en Europe, mais heureusement, Edenred est très exposé en dehors d'Europe, et là, on a des moteurs qui fonctionnent bien. Donc, ceux qui craignent le ralentissement, encore une fois, de la croissance telle qu'on l'a connue, c'est vrai qu'elle a ralenti un petit peu en 2024, mais il ne faut pas non plus prolonger le trait. Alors moi, non, parce qu'il y a plusieurs moteurs en fait qui vont jouer sur l'année 2025. Le premier moteur, c'est
ça va bien se passer en dehors d'Europe et on le voit dès le début de l'année 2025, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on se rappelle qu'on est sur des marchés sous-pénétrés. Donc, même si on a un environnement économique qui est moins favorable, on a encore beaucoup de clients à convaincre et à servir. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on a une base client qui est très large. On a 60 millions d'utilisateurs désormais dans le monde. 60 millions, wow. 60 millions, donc on a de plus en plus de gens à qui on peut proposer de plus en plus de services complémentaires. D'ailleurs, si vous regardez le profil de croissance en 2024, les services complémentaires ont encore plus cru que le cœur du système. Et donc ça s'auto-alimente. Ça va s'auto-alimenter en 2025. Puis la troisième chose, c'est qu'on a fait un certain nombre d'acquisitions en 2024 et qui vont contribuer à cette croissance 2025. Sur 2025, vous disiez plus 10% de prévision, c'est du résultat brut d'exploitation. Oui. C'est ça, voilà. Données comparables. À données comparables. Certains analystes sont dubitatifs, il en faut. Vous êtes confiant, quand je vous écoute, vous êtes confiant sur cette cible. Le consensus aujourd'hui, j'ai regardé, il est plutôt autour de 6%. C'est vrai. Donc le consensus est à 6, à nous de surprendre les marchés. D'accord. Et en dehors de ça, sinon, tous les indicateurs, globalement, j'ai regardé, ils sont ouverts, hein, que ce soit ligne de produits, zone géographique, il n'y a pas de... Non ? Oui, oui. Mais d'ailleurs, si vous reprenez cette analogie avec les analystes, aujourd'hui, vous avez 18 analystes qui suivent Edenred, vous en avez 14 à l'achat, 13 qui sont neutres et un qui est à la vente, et avec un target price qui doit être aux alentours de 45 €. Donc, sur cette base-là, si on délivre nos 10% de croissance et on s'y attelle, on pourra créer une surprise positive, un jour à la fois. Ouais. Bertrand Dumazy, on parlait de la réglementation. Il y a question aussi de réglementation en Italie, avec un plafonnement des commissions à 5%. Ça aura un impact sur votre activité, mais assez marginal. J'ai vu 60 millions d'euros, c'est pas... Oui. Alors, ça fait partie des difficultés qu'on doit surmonter en 2025, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'année avec des sous-jacents dont je viens de parler, et qui sont très positifs, mais aussi un ou deux vents de face. On sait que la note italienne nous coûte 60 millions d'euros. Et donc, on va la compenser en travaillant plus, en pénétrant mieux, en intégrant mieux, en travaillant mieux aussi notre base de coûts. C'est-à-dire que la base de coûts d'Edenred va progresser en 2025, mais moins que les années précédentes. Et la somme de tout ça doit nous mener à 10% de croissance. Ouais, les incertitudes géopolitiques, on ne va pas trop en parler ensemble. Demain, d'ailleurs, on aura Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, qui sera là pour en parler. Mais juste quand vous voyez les offensives tarifaires, tous azimuts, de Donald Trump, encore une fois, vous n'êtes pas concerné, vous allez me dire, hein, pas vraiment concerné, en tout cas pas directement. Même, si. Indirectement, c'est-à-dire que nous, on est un gros utilisateur de technologie, c'est-à-dire quand vous gérez une plateforme avec 60 millions d'utilisateurs dans le monde, derrière, vous avez du cloud. Nos deux principaux fournisseurs sont quand même Microsoft d'un côté et Amazon de l'autre. Donc la question que je me pose, c'est avec ces barrières, enfin ces hausses tarifaires qui vont avoir lieu aux douanes des produits européens vers les États-Unis, quelle va être la réponse de l'Europe et quelle va être la réponse de l'Europe sur l'importation de services digitaux et donc quel va être l'impact sur le prix de nos licences. Mais je pense que cet impact pour nous va être assez mesuré. Globalement, on est un fournisseur de services et un fournisseur de services local. Et donc, on n'a pas des matières premières qui se baladent d'un pays à l'autre. Donc, cet impact devrait être marginal. Cependant, je le regarde de près. Puis, il y a une deuxième question que je me pose, c'est qu'en utilisant des fournisseurs nord-américains de cloud, par exemple, avec l'American Patriot Act qui fait que mes données sont quand même chez des amis nord-américains qui, pour la première fois, votent avec la Corée du Nord et la Russie. Ça pose des questions, évidemment. Ça peut poser des questions. Et donc un cloud européen... et probablement pas une mauvaise chose. Voilà. Et c'est quelque chose auquel vous regardez. Il y a des propositions. Il y a des propositions. Bien sûr. Vous pourriez diversifier Oui. C'est en cours. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde. En cours de réflexion. Il se trouve que la puissance de feu des fournisseurs que sont Amazon et Azure, pour l'instant, n'a pas d'équivalent en Europe. Mais je pense qu'on serait bien avisé quand même de créer une alternative européenne. Un petit mot de vos acquisitions. Est-ce qu'elles vous apportent toute la croissance et les revenus attendus? Et quelles sont celles, donnez-nous quelques exemples, qui sont les plus prometteuses? Alors, la première, donc, Edenred est dans les avantages aux salariés, mais aussi ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire la capacité, via des plateformes digitales, à avoir des collaborateurs encore plus engagés. On a racheté une société britannique qui s'appelle Reward Gateway, qui opère aux États-Unis, en Angleterre et en Australie.
L'enjeu, il y en avait deux. C'est un, de la croissance à 2 chiffres en 2024, c'est fait. Et deux, des synergies de coûts, notamment en Angleterre, puisqu'on a fusionné notre société anglaise avec Reward Gateway. Et donc le contrat est rempli pour 2024 et ce sera de la croissance à 2 chiffres en 2025. Donc ça, c'est une première bonne chose. La deuxième, c'est que dans cette volonté d'offrir de plus en plus de services digitaux à nos utilisateurs, on est devenu le numéro 1 de ce qu'on appelle le ticket de transport au Brésil. C'est-à-dire qu'au Brésil, un employeur doit proposer des solutions subventionnées de transport pour le domicile, maison, travail et retour à la maison. Ça s'appelle Ticket Transport et donc on était sur ce marché mais on n'était pas leader. On a racheté l'un de nos concurrents et on est désormais leader. Ce qui permet en fait de faire de plus en plus de cross-selling sur notre base installée. Et donc quand je regarde une acquisition au Brésil et Reward Gateway, c'est très prometteur. Ensuite, il y en a une troisième qu'on aime beaucoup, c'est Spirii, qui est une entreprise qu'on a rachetée, danoise, et qui nous fait rentrer et accélérer dans la recharge électrique de véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... la recharge électrique de véhicules, hein. Exactement. Ouais. Donc aujourd'hui, par exemple, si vous êtes un très gros... e-commerçant, que je ne citerai pas, vous utilisez les solutions d'Edenred Spirii pour la recharge de vos véhicules électriques qui font la livraison du dernier kilomètre. Et donc, nous, on met en place tout un écosystème où ce n'est pas nous qui installons les bornes de recharge. En revanche, nos solutions prennent la gestion de ces bornes, ce qui veut dire qu'avec une carte Edenred, vous êtes capable de recharger, premièrement, et quand vous êtes le gestionnaire de flotte, vous êtes capable de faire la consolidation de toutes vos bornes, qui a chargé et quand et pour faire quoi. Ce qui est en fait un complément très puissant de notre offre initiale qui est de la carte essence. Et donc quand vous êtes un gestionnaire de flotte, vous allez gérer de plus en plus des flottes mixtes et vous voulez comprendre ce qui se passe pour vos véhicules conventionnels, donc une carte essence, mais aussi pour vos véhicules hybrides ou électriques. La montée en puissance de l'électrique est plus lente que prévu. Vous le voyez ça aussi au travers de... Alors c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle est plus lente à certains endroits et plus rapide à d'autres. Par exemple, le Brésil est en train de s'intéresser très fortement à la recharge électrique, ce qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore 1 an ou 2. Le Mexique, pareil. Et donc en fait, on a plus d'opportunités au Mexique et au Brésil que ce qu'on avait initialement imaginé. En Europe, même si les ventes de véhicules électriques sont plus lentes que prévu, même si je pense qu'à 2035 sera levée l'interdiction de vente de véhicules thermiques. Ouais, faites le pari, vous avez raison. Alors moi, je pense que ça va être difficilement tenable pour des tas de raisons, mais cependant, c'est une réalité. Il y aura de plus en plus de véhicules électriques pour des usages spécifiques. Et donc, nous aurons des clients qui devront gérer une base mixte. Peut-être que le pourcentage de véhicules électriques dans leur base mixte sera plus faible que prévu, mais il sera là. Et donc, Edenred répond présent. 60 millions de clients, vous l'avez dit, enfin utilisateurs. Utilisateurs, vous avez raison. La barre des 100 millions, c'est pour quand? Eh bien, ça paraît être un bon objectif. Il faut donner une date. Ouais. 5 ans près. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui doit être jouable dans les 5 à 7 ans qui viennent. Bon, vous avez fait le parallèle dans une interview de vous, que je lisais, entre Edenred et Disney+. C'est quoi le lien là? Oui, alors en fait, si on se projette sur Edenred à 5-10 ans, en fait aujourd'hui on est une plateforme digitale avec 60 millions d'utilisateurs, 1 million de clients corporate. Toutes les grandes sociétés du monde utilisent Edenred pour leurs collaborateurs. Et en fait, l'avenir de croissance d'Edenred, il tient à mon avis à 3 choses. La première, c'est que sur cette plateforme, notre capacité à proposer de plus en plus de services. Donc je vous ai parlé de tickets transport, de la recharge électrique. Donc vous verrez Edenred de plus en plus innovant dans les services additionnels qu'on propose à notre base installée. Et donc des séries télé? Non, mais donc ça c'est le contenu. C'est le contenu Edenred qui est distribué via la plateforme, comme le contenu Disney via la plateforme. Deuxièmement, il faut qu'on accepte l'idée que notre contenu puisse être distribué par d'autres. Donc par exemple au Brésil, notre solution de péage digital est distribuée par Nubank, qui est la première banque digitale du monde. Ça veut dire que vous allez sur votre téléphone portable au Brésil, vous checkez votre compte, on vous dit tiens Bertrand, est-ce que tu veux une solution de péage digital? Oui, non, et en 4 clics, en fait, cet utilisateur devient utilisateur de la solution Edenred, c'est-à-dire que via API, Nubank va chercher sur notre plateforme le service qui va être distribué par Nubank. Et donc, c'est comme du contenu
de Disney distribués par d'autres plateformes. Et puis, il y a un troisième axe de développement qui est fort pour nous, c'est qu'on ne saura pas tout faire. Donc, il y a des services qui seront développés par d'autres plateformes qu'on appellera et qu'on distribuera sur notre plateforme. Par exemple, au Mexique, si vous êtes un utilisateur des services Edenred, vous avez accès à un service de télémédecine. Cette télémédecine n'est pas développée et opérée par Edenred. C'est fait par un autre opérateur digital, mais qui distribue sa solution via la plateforme Edenred. Et donc, c'est le parallèle que j'ai fait. Vous créez du contenu, vous le distribuez sur votre plateforme, mais vous acceptez d'être distribué par d'autres, voire de distribuer des contenus développés par d'autres sur votre plateforme. Bon, c'est le parallèle. Eh ben, j'ai compris. Dernière question pour reboucler. Comment l'action retrouve son élan? Parce qu'évidemment, ça nous intéresse et ça marche haussière. Qu'est-ce qu'il faut? Comment l'action retrouve son élan? D'abord, comme je le dis, il faut que le sujet régulatoire en France soit réglé. En réalité, il est réglé, c'est-à-dire que le consensus est fait. Maintenant, il faut que ça devienne loi et qu'on en termine parce que l'incertitude n'est pas bonne, en fait, pour les capitalisations. La deuxième chose... Délivrer les 10% de hausse. Délivrer les 10%. En 2025. Dès qu'on commencera à le faire de manière régulière, après cette période où on était à plus de 20% de croissance, je pense que ça va... C'est ce changement voilà, aussi de rythme de croissance peut-être qui nécessite aussi peut-être un repricing aussi de l'action, hein. Pas forcément, parce qu'en réalité, à 10% de croissance, ça reste de la belle croissance. Oui. Et puis les résultats nets, encore une fois, 500, exactement. 507 millions d'euros, c'est quoi? C'est un doublement par rapport... Et puis un EPS 2023. Qui a été en croissance de 22%. Bon voilà, revenez nous voir. Mais donc, un pas à la fois. Voilà, merci beaucoup. Entretien donc avec Bertrand Dumazy, PDG d'Edenred, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama. Merci. Merci David.